C'est un grand plaisir, mesdames, messieurs, de vous retrouver de partout à travers le monde après un moment de pause. Nous y sommes. Vital Kamerhe fait un grand retour 15 ans après au perchoir de l'Assemblée nationale. Le leader de l'UNC n'aura-t-il pas l'épine sur son pied en ayant Bosso Christophe de son côté? Pour quelle mission? Le leader de l'UNC a été désigné déjà aux primaires et enfin élu définitivement président de l'Assemblée nationale. Va-t-il accomplir? Quelle place pour l'opposition? Est-ce cette chambre sera réellement le sanctuaire ou le temple de la démocratie? Nous allons parler de ces sujets, mais également coup d'État déjoué dans la capitale congolaise. Pourquoi ça tire à balles réelles contre la Senco? Pourquoi l'intensification des mesures drastiques, des mesures sécuritaires à Kinshasa? Telle est l'économie, mesdames et messieurs, de ces numéros spéciaux que nous avons un réel plaisir de vous le présenter et nous recevons pour vous un invité spécial. Lui, c'est Maître Eric Bisselo, qui est politologue de formation, juriste de surcroît, mais patriote déjà, à qui nous disons bienvenue et merci pour l'invitation. Merci de m'avoir invité, merci d'avoir pensé à moi. Donc permettez que je vous salue chaleureusement et je salue vos téléspectateurs. Ce n'est pas la première fois que je viens dans ce plateau, mais la première fois que je viens dans votre émission, c'est un réel plaisir. Merci. Maître Eric, commençons déjà. L'Assemblée nationale a un nouveau bureau définitif. Comment avez-vous suivi les déroulés de cette élection? Quelles leçons avez-vous tirées après une plénière marathon? En tant qu'analyste, déjà d'emblée, qu'est-ce que vous en dites? Bon, ce qui posait problème, ce n'était pas la plénière, ce n'est pas l'organisation. Ce qui posait problème, c'était l'union sacrée. C'est-à-dire, ce qu'on doit en tirer comme conséquence, c'est que les chapelets de bonnes intentions avant les élections n'engagent que ceux qui croient. C'est-à-dire que nous avons eu, avant les élections, un groupe d'individus et des partis politiques qui sont réunis en disant que nous créons ce qu'on appelle l'Union sacrée pour la nation, qui portera la vision du chef de l'État. Les Congolais, faites-nous confiance et nous n'allons pas vous décevoir. Une fois élus, ou bien nommés, selon les verbes à employer, ils oublient pourquoi ils s'étaient réunis. Ils se dispersent en mosaïque et chacun tirant son épingle du jeu. Et alors qu'ils avaient déjà défini également le rôle et le partage des postes en fonction du poids électoral. Mais c'était tout à fait aussi logique que l'on passe par les urnes. Là, c'est la constitution, les lois du pays qui exigent ainsi quand même. Oui, mais ça, on y arrive. C'est le temps qui nous dérange. C'est que, on regarde les urgences. On regarde ce que les Congolais vivent. On regarde du taux de dollar. On regarde de l'insécurité. On regarde de la panique de la ménagère, de l'inflation. Nous aurions pensé que cette majorité composée avant les élections aurait le souci de se mettre plus vite au travail pour permettre aux Congolais de pouvoir avoir ne serait-ce qu'un temps soit peu de l'espoir à l'avenir. Mais ce qui s'est passé, c'est que 6 mois plus tard, nous n'avons toujours pas de gouvernement. C'était ça qui inquiétait. C'est-à-dire que un fait privé, l'Union sacrée pour la nation, qui d'ailleurs n'existait pas juridiquement, a bloqué la machine et le pouvoir parlementaire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes là à discuter pendant que les institutions fonctionnent en tâtonnant, notamment les institutions de la sécurité. Nous avons en même temps nos éléments engagés à l'Est qui doivent combattre, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir les moyens et sentir qu'ici, nous avons une préoccupation particulière pour ceux qui sont en train de tomber au front. Nous avons également des engagements vers les partenaires extérieurs par les dettes et compagnie. Si vous ne comprenez pas, c'est que si la machine ne fonctionne pas bien, nous ne sommes pas capables de produire, nous ne sommes pas capables d'exporter, nous ne sommes pas capables de nous projeter. L'instabilité politique fait fuir les investisseurs. Mais ce qui fait aujourd'hui, au sortir de ces élections qui étaient un passage obligé, au regard des lois de la République, Vital Kamerhe a été désigné comme président de l'Assemblée nationale, qui est sorti, il était également désigné lors des primaires tout à fait organisées par l'Union sacrée. Nous disons ouf,
Maintenant, il faudrait peut-être passer à la marche à une vitesse, supérieure. C'est-à-dire que je me doute bien que certainement le gouvernement avait été formé et que maintenant, il n'est plus que question pour le chef du gouvernement, la première ministre, de défendre le programme gouvernemental devant l'Assemblée nationale et d'obtenir le quitus. C'est un sentiment qui lui donnera toutes les prérogatives d'agir pour le compte de la République et du gouvernement de la République. C'est d'une urgence capitale, puisque sans cela, vous avez remarqué qu'une partie de l'économie nationale est quasiment gelée. Parce que le premier employé de la République, c'est l'État. C'est celui qui, aux moyens engagés, peut rémunérer, peut faire vivre toute une famille, parce que quelqu'un se trouve dans le gouvernement, dans le cabinet d'un ministre. Mais en même temps, il est urgent que nous comprenions, nous connaissions l'orientation politique, les priorités de ce gouvernement pour que nous puissions nous projeter à l'avenir. La RDC, c'est une nation qui est à chaque fois attendue au carrefour des grandes nations, et notamment à l'Afrique centrale. Il est important que nous sachions nous orienter, nous sachions aussi créer une cohésion nationale, parce que cela, je le dis et je le répète, est inéluctable. Et au regard de ce que vous avez annoncé comme étant en introduction, comme étant le sujet, ou déjà, d'ores et déjà, pour un fait qui est tout à fait intéressant et grave pour la République, on est en train de jeter, d'attribuer, de chercher des boucs émissaires par ceux qui pensent différemment de vous. Une fois encore, les travers sont déjà définis par ceux qui sont au pouvoir. Nous allons en arriver, maître. Une question qui vaut quand même son pesant d'or, c'est que est-ce que les résultats tels qu'obtenus c'est une surprise, il y a des têtes que vous n'aimeriez pas voir, vous avez vu, et là c'est quand même le bureau tel que ça se présente aujourd'hui. Maître, vous êtes pessimiste ou bien vous donnez encore plus de chance à ces bureaux? Non? Ou affirmatif ou non? Les têtes que je n'aimerais pas voir, ça serait rentrer dans le sentiment personnel. Ici, il est question de la République. Il est vrai que, en termes d'honorabilité, en termes de valeurs, nous aurions aimé que le deuxième vice-président, Mbosso, jette l'éponge ou bien laisse la place à une nouvelle classe, à l'élite, certainement dans son regroupement, dans son parti politique. Comment comprendre, permettez un rebond rapidement, comment comprendre que Mbosso, au départ, Christophe, l'honorable, selon le média, il était crucifié, mais dans les urnes, il est parmi les mieux élus en tant que juriste politologue que vous êtes. La faute revient aux députés ou bien ce n'était qu'une clameur publique qui ne traduisait pas forcément la réalité sur terrain? Comment vous expliquez cette somme importante, ou bien le nombre important de voix qu'il a su ou bien pu glaner comme ça? Est-ce que cela résulte bien évidemment de la rencontre avec le chef d'État. Une imposition? Forcément, c'est le mot d'ordre de regroupement. Le mot d'ordre a été suivi, c'est aussi simple que cela. Ce n'est pas du tout une question de la popularité ou bien de l'assentiment général. Non, il y a quand même une défiance à l'égard de Mbosso, où il y avait quand même des députés, plus de 200 députés qui signaient pour que le présidium soit revu. Donc, peut-être c'est aussi un choix de revenir dans les rangs, ça leur appartient. Nous, en ce qui nous concerne, nous ne voyons pas de surprises là-dessus. Nous savions déjà que M. Kamere méritait, certainement par ses alliances politiques avec le chef de l'État, ce positionnement, mais aussi au regard des sorties des premières. Nous savions évidemment qu'il n'y a pas de surprise, puisque c'est l'union sacrée. La surprise, ça va être maintenant dans le comportement, dans l'exercice des prérogatives. C'est ça qui va définir ou pas le passage d'un État, d'un gouvernement ou bien d'un pouvoir agissant comme une caisse de résonance, ou un pouvoir qui existera au regard de la Constitution de la République et préservera les intérêts à la fois des Congolais, mais de la souveraineté de la République. Kamere qui fait un comeback, un grand retour, et vous avez cité Mbosso, et aux côtés encore il y a un classique de l'UDPS, le professeur Jean-Claude Chilombaye. Voyez-vous Kamere être très à l'aise dans
l'exercice de son pouvoir, l'exercice ou bien l'accomplissement de sa mission, être très à l'aise, ne sera-t-il pas frustré? Et puis là, nous n'allons pas assister à une sorte de guéguerre en interne qui fera préjudice à toute une république. Bon, j'ose croire que, au regard des deux discours que j'ai entendus en tant soit peu, il n'a pas dit être la caisse de résonance. Un temple de la démocratie. C'est un temple de la démocratie. Effectivement, c'est le rôle de l'Assemblée nationale. Et ça, c'est déjà un très bon point. C'est déjà un respect à l'égard des Congolais, parce que nous voulons, si nous n'avons pas voulu un exécutif bicéphale, dont l'un des exécutifs est contrôlé par l'Assemblée nationale, nous n'aurions pas la Constitution de 2006. Si nous avons cette Constitution, c'est la volonté du peuple congolais, peuple souverain. Donc il est normal que ceux qui sont élus, en fonction de cette Constitution, fassent la volonté du peuple. Donc, et au regard aussi de l'expérience de M. Kabéré, au regard de son parcours, des humiliations subies quand même, nous osons croire qu'il se doit de redorer son image, de redresser cette part sombre de son histoire politique et de redonner de l'espoir aux Congolais. C'est en tout cas ce qu'il a entendu. En tout cas, il a intérêt, il sait qu'aujourd'hui, il a intérêt d'avoir de son côté la population. Et si l'exercice ne se fait pas comme il se doit au regard de la souffrance vécue par les Congolais, au regard de la privation des libertés et des droits vécus quotidiennement par les Congolais, nous aurions bien à craindre que nous ne puissions pas compter sur cette Assemblée nationale et que dans ce cas-là, chacun prendra ses responsabilités. Caméré, certains disent qu'il a, entre autres, la mission d'accompagner le chef de l'État pour le processus de modification de la Constitution. Voyez-vous Caméré, avec ce que vous avez planté comme décor, il a tout intérêt de changer, de soigner l'image. Va-t-il se laisser facilement emporter dans cet élan de vouloir changer la Constitution qui pourra peut-être bénéficier à Félix Tshisekedi pour un autre mandat, les recomptages à zéro? S'agissant de la Constitution, il y a deux hypothèses, la révision ou le changement de la Constitution. Je parle de deux, révision, changement. Il serait illusoire de penser que dans les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, c'est-à-dire qu'en un état de guerre de fait, avec une grande portion du territoire national non contrôlée par le pouvoir central, avec le déficit économique que nous connaissons, plus de 10 milliards, avec les difficultés économiques que connaît le gouvernement, que nous puissions organiser. Je crois qu'il est quasiment possible d'organiser un référendum parce que ça demande à ce que les Congolais viennent voter. Et je ne suis même pas sûr que les Congolais répondront favorablement à cette invitation, au risque même de sanctionner par un non massif ceux qui prendraient ces initiatives. La question de la révision n'est pas une question de position majorité. C'est la République. C'est une question d'opportunité et de la nécessité. L'opportunité, aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'opportunité y soit. Nous avons des territoires qui sont sous l'état de siège ou bien l'état d'urgence. Donc, nous ne pouvons pas organiser, selon l'esprit de la Constitution, une quelconque révision ou changement. En tout cas, nous ne pouvons pas inviter les Congolais. Il ne faut pas prendre avec les mêmes considérations le fait d'aller voter. Parce que cela sous-entendrait, si nous le faisions, qu'une grande partie de nos concitoyens qui ne pourront pas venir voter n'auront pas adhéré de facto à cette Constitution. Parce que empêchés par l'incapacité de l'État à assurer sa souveraineté. Donc dans ce cas-là, ne vous soyez pas étonnés qu'un jour ou un autre, qu'un groupe qui se trouverait dans cette région détenue par les rebelles puisse se dire autodétermination. Voilà. Et ça, c'est le risque réel. Donc, l'opportunité ne se présente pas. La nécessité, c'est quoi? Nous avons entendu de manière tout à fait maladroite certains dire ça empêche le chef d'État d'exécuter, de mettre en place... Moi, je crois que ça protège suffisamment le chef de l'État, puisqu'il est irresponsable devant le Parlement. Mais le chef de l'État, dans son discours, lorsqu'il était à l'étranger, il a donné encore une faute pour dire que c'est la Constitution qui bloquerait
vous ne partagez pas cette option du chef de l'État et que là, il y a une nécessité quand bien même vous semblez ne pas reconnaître que là, ça urge. Si le chef d'État, par sa volonté, il voulait mettre en place le gouvernement et que le gouvernement se mette en ordre de marche de le lendemain de son investiture, il ne peut pas le faire. Ça, il le reconnaît, il ne peut pas le faire. Maintenant, s'il doit réfléchir à la Constitution, parce que la Constitution oblige un certain nombre de préalables qui ne dépendent pas du chef de l'État, c'est que ce n'est pas la Constitution qui a un problème, c'est le chef d'État qui a un problème par rapport à la Constitution. Donc la Constitution ne pose pas de problème. Si nous n'avions pas eu jusqu'aujourd'hui le bureau définitif de l'Assemblée nationale, ce n'est pas la Constitution, c'est l'Union sacrée. Elle n'a pas vu les appeler pour une mise en concordance ou bien de la musique. Donc voilà la réalité. On peut tout à fait analyser. La révision ne pose pas de problème parce que quelle est cette Constitution qui ne peut pas être révisée, d'autant plus qu'elle émane d'une période incertaine et elle nous fait voir un certain nombre de lacunes. Je crois même au fait de notre Constitution, il y a beaucoup trop d'imprécisions, il y a beaucoup trop de confusion. Il n'y a pas de problème à revoir parce que c'est une question de nécessité. Cette révision dont vous évoquez, est-ce que même ça pourrait toucher les articles verrouillés? Non, verrouillés, la question, je ne sais pas si alors ceux qui vont lire, ils lisent le français. La Constitution est écrite en français, peut-être il faut les écrire en Chiluba ou à Kikongo ou en Kiswahili. Mais en tout cas, si c'est verrouillé, c'est qu'il faut changer de constitution pour pouvoir les déverrouiller. Il ne s'agit pas de dire qu'on va faire un autre là pour déverrouiller, non. C'est verrouillé par cette constitution. Vous ne le toucherez pas à moins de toucher la constitution. Et si ça a été verrouillé, c'est parce que ça a une nécessité. Ces nécessités-là sont rappelées dans le préambule de la constitution. Au regard des vécus, au regard des millions de morts, au regard des guerres, au regard de du tribalisme, de la concussion, au regard, voilà ce que nous avons posé comme préalable pour donner à la population congolaise sa souveraineté pleinement et de dire qu'il est le souverain primaire, c'est à lui qu'appartient le droit de désigner ceux qui devront parler pour lui et défendre ses intérêts. Alors qu'aujourd'hui, une minorité se trouve au pouvoir parce que ceux qui se trouvent au pouvoir n'est pas la majorité des Congolais, mais une minorité des Congolais, pensent que non, ils peuvent demeurer au pouvoir au dépens de la majorité des Congolais et dans ce cas-là, changer la volonté du peuple souverain. Et c'est ce qui poserait problème de légitimité. Donc, on ne toucherait pas les articles verrouillés par la révision. Ça ne sert à rien de réfléchir sur une loi, c'est ce qui sera anticonstitutionnel. Et je réfléchirai même davantage. À force de vouloir jouer aux apprentis sorciers, nous risquerons effectivement d'amener à la balkanisation effective d'un territoire national qui est déjà convoité par tout le monde, à part par les Congolais. Vous avez aussi, puisque nous sommes toujours en train de parler de l'élection du bureau définitif à l'Assemblée nationale, l'opposition qui avait aligné 2 candidats. C'était un duel extrêmement tendu. Comment pensez-vous, Madame l'honorable Dominique Monongo, qui après avoir passé, frôlé, on peut dire comme ça, frôlé une scène ou bien passé, comment on appelle ça, c'est une scène très, on dirait, un théâtre face à Constant Mutamba et va-t-elle avoir les mains libres face à tout ce gaillard, tous ces hommes, ces poids politiques, pour faire entendre aussi facilement la voix de l'opposition dans ce bureau-là? A-t-elle le coup des franches? Au regard de la Constitution, sur la place et les libertés reconnues à l'opposition politique, au regard de la loi organique qui dit qu'effectivement, moi je regarde plutôt la loi 2019 parce que je ne pense pas que ces articles-là aient été modifiés avec la nouvelle loi. On a du mal à l'avoir d'abord le règlement intérieur. Le règlement intérieur. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. À la législature, l'opposition s'est dégagée. Constant Mutamba n'est pas de l'opposition. Mais il s'est identifié comme membre de l'opposition. Sa candidature était portée mais je vous dis, par un bon nombre de députés membres de l'opposition. Oui, non, c'est non. Il y a un bon nombre de députés membres de l'Union sacrée. Constant Mutamba, on a joué à la partie sorcière, on a voulu le sortir comme étant membre de l'opposition. Par quelle magie, on ne sait pas. Mais il est quand même le leader d'une dynamique progressiste pour l'opposition. Derrière lui, il draine une foule aussi impressionnante que vous semblez ne pas reconnaître, messieurs. Il serait difficile de reconnaître cette foule-là, puisque Constant Mutamba n'a pas fait campagne présidentielle. Il s'est déplacé, il s'est parti se cacher dans son village jusqu'à la fin des élections.
Il a dit, ah non, je n'ai pas les moyens de me déplacer suite à ce premier déplacement. Parce que nous n'avons pas d'avion ou de kérosène et problème. Et puis nous n'avons plus entendu parler. Par contre, il y a des audios qui effectivement, avec un certain nombre de personnes du pouvoir, ils étaient en train de négocier. Il lui appartient d'affirmer ou d'infirmer. Ce qui est vrai, c'est qu'en tout cas, il n'a jamais reflété une opposition face au pouvoir en place. Il est pour tout, il est par contre le petit poussé du pouvoir et son rôle est de jouer les troubles faits dans l'opposition. Nous savons comment ça fonctionne. Donc, mais il est parmi ces gens qui sont sortis pour dire non contre Kagame, demander la guerre contre le Rwanda et toutes ces actions. Il l'a fait au nom et en qualité d'opposant. Vous ne le pensez pas? Il l'a fait à qualité d'opportuniste. Parce que hier, il était nourri du mamelle du Rwanda. Il était nourri du mamelle de Paul Kagame. Il était nourri du mamelle de Vincent Karega. Vincent Karega, qui était l'ambassadeur de Rwanda en République démocratique du Congo. Parce que Karega a été chassé, M. Moutamba pensait qu'il pouvait s'exprimer comme un Congolais et défendre la patrie. Finalement, au regard des tendances, si hier Félix Tshisekedi était ami avec Paul Kagame, M. Moutamba n'a jamais dit mot. C'est pas opportunisme politique. Mais être opposé à Paul Kagame, cela ne fait pas de vous un opposant. Cela ne fait de vous juste un patriote. C'était quand même une voix audible pour reconnaître que le Congo, pour voir et comprendre que le pays est agressé. Je suis étonné d'entendre un journaliste dire que Constant Moutamba c'était une voix audible. Mais quand même, De qui? Par qui? Il était sur entendu terrain, par qui? Entendu par la communauté internationale, quand même. Quelle communauté internationale? Lorsque vous voulez dire que sa voix est entendue plus que celui de... Mais c'est quand même un citoyen congolais, monsieur. Oui, je viens à dire... Qui marche et puis qui proteste à haute et intelligible voix, dire que le Congo est en danger et le pouvoir n'est pas à mesure de répondre efficacement aux problèmes des Congolais. Là, vous pensez qu'il est le moins opposant que d'autres politiques? Le plus, le moins, ce n'est pas mon problème. Je serais étonné que vous me disiez que la voix de M. Constant Moutamba porterait plus que ceux de M. Fayulu. Je serais étonné que vous me dites que la voix de M. Constant Moutamba serait plus portée que ceux de Mukwege ou ceux de Moïse Katumbi. Il vient à peine de naître en tant que leader. Il faut le féliciter, certainement. Il est jeune, il a des ambitions. Mais venez pas lui faire de lui un opposant, parce que je n'épouserai pas cette théorie, ce film que vous êtes en train de faire, ce scénario que vous êtes en train de créer pour lui donner plus d'importance que réellement il en mérite en termes de poids en opposition. Il y a des opposants qui sont véritablement d'opposants. Être opposant n'est pas, je vous ai dit, c'est pas être contre Paul Kagame. Ça, c'est une évidence. L'opposition avait crié quand Paul Kagame est arrivé en pleine Kinshasa, dans le stade des martyrs. Où était Constant Moutamba? Où était Constant Moutamba en ce moment-là? Parce qu'il était nourri en ce moment-là du lait de Paul Kagame. Alors arrêtez. Il vient de naître, vous dites que non. C'est la communauté internationale entendu. Vous avez déjà entendu la communauté internationale, c'était Constant Moutamba? Donnez-moi l'article. Donnez-moi une circonstance. Il n'y en a pas. Alors, vous avez le droit de voir des fantasmes, de faire de lui, au sein de l'Union sacrée, l'opposant. Mais les Congolais savent que c'est Mme Nongo qui est effectivement la représentation de la majorité des Congolais qui ont faim, qui ont soif, et donc du coup sont opposants de facto à une politique qui ne donne pas de solution à leurs desiderata. La question était de savoir aussi, est-ce que sa voix sera-t-elle audible? Parce que là, on sent qu'elle est entourée, Madame Dominique Monongo, elle est entourée par les caciques, les gens qui maîtrisent parfaitement bien le rouage de l'Assemblée nationale, les questions sécuritaires, les questions d'ordre juridico-politico, on ne sait pas. Donc, est-ce qu'elle va s'en sortir? Elle saura vraiment refléter l'image de l'opposition, porter les aspirations en elle. Madame Monongo ne peut pas lui faire un procès de ne pas être entendue, puisque de toute façon, la caisse de résonance, elle est de l'Union sacrée au sein de l'Assemblée nationale, majoritairement. Donc, rapporteur adjoint, excusez-moi, qu'est-ce que vous attendez? Elle s'est rapportée dans le sac. Adjoint. Donc, mais cela dit, si vous posez la question, est-ce qu'elle sera capable d'amener la souffrance des Congolais auprès de ce bureau, de dire n'oubliez pas
que vous vous retrouvez, mais la majorité des Congolais ne se retrouvent pas. La République démocratique du Congo est à ce jour balkanisée. La sécurité est grandissante. La famille est évidente. Ben, je crois qu'elle est dans ce titre-là. C'est pour ça qu'elle a été candidate au sein de l'opposition. Et non pas au sein de la majorité. On est en train de parler quand même d'une continuité d'un pouvoir qui a brillé par son inefficacité, par des détournements, par des affaires judiciaires, extrajudiciaires, par des petitesses d'esprit. Donc, je crois qu'elle représente valablement en termes d'honorabilité et des grandeurs l'opposition que nous attendons, surtout républicaine. On va prendre ces deuxièmes sujets rapidement avec le coup d'État. Déjoué, aujourd'hui, les critiques fusent de partout à travers le monde, surtout dans la toile, contre les évêques et eux aussi, les évêques catholiques, je parle, eux aussi de leur côté, ne cessent d'intensifier les communiqués, les déclarations pour dire qu'il s'agit d'une certaine manipulation. Vous, en tant que politologue, juriste de surcroît, comment comprendre cette guéguerre et aussi, puisque vous avez un penchant du côté de l'opposition, je ne vous le faites pas dire, l'opposition, hier, Matata Mpogno sur le plateau de nos confrères de TV5, Monde Afrique, je crois, a semblé aussi remettre en cause ces coups d'État. Comment comprendre et que laissons bien, quelle lecture faire de tout ce qui se passe dans ce dossier de coup d'État déjoué? Tout d'abord, un coup d'État, c'est un renversement du pouvoir par une personne investie d'une autorité. Est-ce que M. Malanga est investi d'une autorité? Non. Ça ne peut pas être une révolution parce qu'elle n'est pas portée par la population. Mais ça peut être, on peut être qualifié par un putsch. Une tentative de putsch. Les termes ont leur importance. Mais on peut aussi le qualifier de terrorisme. Mais surtout, certainement pas d'un coup d'État. Ça, c'est la première des choses. Parce que j'ose croire que tous les Congolais... Là, vous jouez avec le mot, putsch, non. Un coup d'État, non. tentative... Non, parce que les coups d'État est défini par son auteur et par les visées. C'est très important. Si vous voulez parler d'un coup d'État, parlez d'un coup d'État. Mais quand vous parlez d'un putsch, c'est un putsch, c'est un putsch. Pourquoi c'est important? Je ne me souviens pas avoir vu. Déjà, M. Mananga ne fait pas partie ni de ce que vivent les Congolais ici. Il vient de l'extérieur avec son inspiration. Et j'ai vu, au regard des vidéos que tous les Congolais ont vues, quelqu'un d'assez stressé, quelqu'un d'assez instable. Et s'il portait tant soit peu les aspirations du peuple congolais, nous aurions entendu un discours allant dans ce sens. Pas dire les aspirations contre Kamere et les aspirations contre le président de la République. Ça n'a aucun sens. Quel est le lien entre M. Kamere et M. Félix Tshisekedi? Kamere est à ce moment-là ancien ministre et député national. C'est un faiseur d'horreur quand même. Non. Vous parlez peut-être de 2018. Jusque-là, c'est... 2023. Non, ce n'est pas un faiseur de roi. Je ne sais pas. C'est quelqu'un d'incontournable dans le pouvoir actuel. Je croyais que c'était... Passé par Kamere. Moi, je l'entends entendu dans le plateau. La population, nos amis de la majorité d'hier, c'est la population qui a fait de Félix Tshisekedi le président de la République. C'est très important. Vous me dites que Kamere est un faiseur de roi. Donc, Kamere fait des présidents de la République. Je ne crois pas. Mais quand même, drôle de putsch, qui reste 1 heure à s'attaquer à la résidence d'un député national et 10 minutes au palais de la Nation, qui n'est pas du tout siège des institutions. On a 4 institutions. Président de la République, qui est via l'OEA, le Parlement, le gouvernement et bien sûr les cours des tribunaux. Je ne sais pas quelle était la visée. Mais ce dont nous avions compris, ça ne ressemblait pas à la volonté du peuple congolais ni à ses aspirations. Donc c'est pour ça que je vous disais putsch, ok, terrorisme, ok, mais pas un coup d'État. Donc, vous êtes aussi de ceux qui pensent que c'est un scénario. Je pense que de toute façon il fallait un scénario pour que cela se fasse. C'est-à-dire de ceux qui sont arrivés jusque-là, parce qu'on est quand même en pleine ville de Kinshasa, en plein Gombe. Excusez-moi, mais je ne sais pas si vous êtes habitué de ce pays, de Kinshasa, de Gombe, pour dire qu'il y a un agent de renseignement sur toutes les 100 mètres. Qu'importe l'heure.
siège des institutions, de toutes les institutions de la République. Imaginons par exemple, la nuit, ce cortège macabre, comme il a croisé la route d'un jeune Congolais qui n'a rien demandé, mais il est mort, comme ça a croisé la route de deux policiers qui sont morts dans l'exercice de fonction, imaginons que ça avait croisé la route d'un diplomate. Il avait croisé la route d'un ambassadeur. Et qu'il y aurait des échanges de faits. Imaginons en fait. En cela, vous allez croire que Gombe, c'est comme ça peut être dépaysé. C'est vrai qu'on a entendu dire que les personnalités de la République étaient invitées à une fête à Pullman, mais quand même, ce sont des personnalités, de hautes personnalités qui étaient là. Donc, on n'abandonne pas l'État en ce moment-là. Donc, il faut quand même raison garder. Et vous associez cela de manière tout à fait dérisoire avec les catholiques. Je reviens juste à dire que, au regard d'une petite enquête, parce que moi je suis de la diaspora, mais je ne connaissais pas ce monsieur parce que je ne fréquente pas effectivement la diaspora congolaise, particulièrement quand j'étais en Europe. Mais cela dit, quand je me renseigne auprès de mes vieux, de mes amis, oui, il est connu. Ça fait des décennies qu'il appelle au soulèvement. Au temps de Kabila, mettons au temps de Félix-Antoine Tshisekedi. Mais tellement c'était notoire. Ne pas le voir venir, ça serait quand même sous-estimer nos services de renseignement. Tellement c'était notoire, connu. Mais en outre, regardez avec qui il traîne. Qui nous a ramené? Quelqu'un avec de la gomme? Quelqu'un dont on trouve que, on voit, il n'a même pas un pistolet, des gens qui l'accompagnaient, on voit vraiment que celui-là, on l'a trouvé dans la rue, on a mis une veste, et regardez, maintenant pour faire un activité, il faut un sorcier, il faut un marabout, et regardez le marabout dans quelles conditions il vit. Non, ce qui a amené ce marabout dans cette circonstance, c'est la misère. On lui a promis certainement 500 $. Viens, nous allons faire quelque chose qui n'est pas, t'inquiète pas, on est du... Voilà, c'est ça qui convainc les gens. Lorsque c'est l'État congolais, via le ministère via son porte-parole, et puis c'est la vice-primature de l'Intérieur qui dit qu'il y a eu une menace. C'était une tentative de coup d'État. Vous pensez que les éléments en leur possession n'ont pas été suffisants pour dire que c'était réellement ce que vous écartez comme hypothèse? Nous disons qu'ils ont également dit que l'enquête continue. Les enquêtes continuent. Avec un renforcement de mesures sécuritaires. Par contre, les renforcements, ça aurait été logique que ce soit au moment de ce soi-disant coup d'État et après. Et non pas dans les après-midi aller fêter Guégué. Est-ce que vous pensez qu'un ministre de la Sécurité, de l'Intérieur, qui est le premier des policiers, après avoir perdu 2 policiers en exercice de leur fonction, après qu'un citoyen soit mort, il va notamment aller dans un concert au Stade des Martyrs, avec normalement 80 000 places, mais on s'en arrive à 130 000 places. Non-respect des normes de sécurité. Et vous trouvez cette circonstance et vous dites, ils ont dit, au Congolais, vaquez à vos occupations, il n'y a rien. Donc plus tard, vous réfléchissez, vous dites, il y a quelque chose. Il y a quand même quelque chose qui n'est pas normal. C'était peut-être pour ne pas donner impression, travailler faire paniquer la population. Fallait quand même. Qu'est-ce qu'on fait maintenant alors? C'est juste un accompagnement. Un accompagnement de quoi? Par exemple. L'accompagnement aurait été, leur devoir, c'est d'assurer la sécurité des Congolais. Parce que s'ils ont dit qu'il y a de l'insécurité à ce moment-là, imaginons un putsch. C'est la psychose. Non, imaginons, oui, mais non, c'est la sécurité qui prévaut. Imaginons maintenant qu'il y aurait des assaillants qui seraient rentrés au stade avec des armes. Imaginons qu'il y aurait une bombe au stade, parce qu'ils savent que les Congolais vont se retrouver. C'est le moment parfait pour créer un chaos. Et vous avez su, soi-disant qu'il y a un coup d'État, mais vous permettez aux Congolais d'aller dans un festoyer en fin de compte. L'après-midi, même pas le lendemain, l'après-midi même. Non, sois quand même cohérent, sois sérieux. Ils ne sont pas en train de diriger des imbéciles. Nous sommes capables de réfléchir, peut-être de réfléchir mieux qu'eux. Ils ont certainement des intelligences. Et moi, je crois que nos services d'intelligence, que ce soit des miens puis services de renseignement, tous les services, ont la capacité de voir venir. D'ailleurs, ils désamorcent régulièrement des tentatives de coups d'État sans nous dire quoi que ce soit. Alors que ce que nous avons vu, c'est un... Mais alors que nous savions déjà que préalablement, certains artères, certains lieux étaient non accessibles. Vous savez, généralement, depuis que la nuit de temps a été faite, les coups d'État se font comment? On vise les lieux stratégiques ou bien névralgiques. Les prisons, notamment militaires, pour libérer, créer le chaos, libérer les prisonniers, créer le chaos. Les aéroports, pour permettre peut-être
l'évacuation de s'échapper ou bien d'empêcher que les interventions viennent. Les lieux, ça peut être en pleine journée l'Assemblée nationale, les lieux symboliques. Mais qui ne sait pas que le chef d'État vit à l'OUA? Ça, c'est un lieu de travail quand même là. Comment? C'est un lieu de travail aussi il vit à l'OUA. Stratégique. Un aussi. lieu de travail. Mais à 4 h du matin, vous croyez que c'est quoi? Et même, vous croyez que le chef d'État se déplace comment? Vous croyez que M. Malanga et ses amis, ils auraient rencontré le cortège des chefs d'État, ils auraient fait quelque chose? Ils auraient résisté? Non, il ne faut pas comparer. Prenez pas à la légère la garde républicaine. Elle est formée, elle est bien armée. Ils seraient croisés, ne serait-ce que l'unité des premières avances, l'équipe d'avance, ils n'auraient pas résisté. Nous les avons vus comment fuir, ils étaient en train de se noyer. Et d'ailleurs, ça, il faut relever. Nous avons vu également des vidéos des exécutions sommaires, ça, il faut le condamner. Il faut rappeler que ce n'est pas parce que nous rencontrons la barbarie que nous devrons nous comporter en barbares. Si nous sommes en état de droit, nous devons nous montrer à la hauteur de nos prétentions et de notre désir d'émanciper la population. Merci beaucoup, maître. Un dernier mot, parce que nous sommes déjà, les minutes vont aussi vite. Un dernier mot par rapport déjà à la publication imminente du gouvernement. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Qui souhaiteriez-vous être dans ce gouvernement pour permettre au chef de l'État de relever ainsi les défis en 1 minute et puis vous conclure? Moi? Oui, par exemple, vous avez... Non, moi, j'aurais dû être dans le gouvernement pour l'aider à relever. Ah, vous-même? Oui, moi-même. Ben, vous avez des positions. Et le gouvernement est de la République ou bien de la majorité? Vous serez dans au regard de la Constitution. La Constitution n'impose pas un quota. Il parle de représentativité. C'est l'obligation qui est donnée au chef du gouvernement, au chef de la République, d'avoir une représentativité en termes de régionalisme, mais pas de quota des partis politiques. C'est-à-dire que le chef d'État pouvait tout à fait dire, j'ai fait un gouvernement de 50 personnes, 25 je l'ai choisi, 25 viennent des partis politiques. Donc il n'y a aucune obligation constitutionnelle ou bien légale par rapport à cela. Mais cela dit, ce n'est pas une question de visage, c'est une question de la nation. On s'en fout, on veut juste que le pays aille mieux, que les Congolais soient en sécurité, qu'on ait moins faim, que finalement nous puissions vivre dignement dans notre pays, simplement. Merci beaucoup, c'était un grand plaisir, maître Éric Bisselot. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous espérons bien de vous retrouver à la prochaine occasion pour un débat contradictoire comme cela a été prévu. Je disais que c'était un réel plaisir de vous retrouver, nombreux, disséminés à travers le monde pour suivre votre émission. Carré Logique, une production pure. Tokomiwapi Télévision. Retrouvez-nous sur Tokokoma de Ndeko Eliezer et sur TNT Tokomiwapi Télévision. Portez-vous bien car les meilleures choses sont sur notre chaîne. Merci bien. Au revoir.